Rebonjour à tous. Donc pour clôturer cet événement, on a prévu un peu une petite table ronde pour croiser effectivement les regards et les perspectives sur ce sujet du futur du marketing. Merci à vous pour les riches échanges de cet après-midi. Peut-être pour commencer et initier la discussion et les débats, on a beaucoup parlé en introduction de cet événement des sujets de transformation de la fonction marketing, les transformations en cours. Donc avec notamment le Generative AI et aussi l'arrivée des agents IA. Donc en introduction, est-ce que vous pouvez un petit peu nous partager aujourd'hui vos réflexions sur ce sujet de transformation? À quel point aujourd'hui c'est pris par vos organisations? Voilà, où vous en êtes, on va dire, et quelles sont un peu les perspectives? Qui veut commencer? Qui veut se lancer? François? Alors, pour Bouygues Telecom, au sein des équipes marketing, je dirais qu'il y a deux domaines, deux enjeux aujourd'hui. Il y a celui assez facile et qui est déjà adopté et en pratique, c'est sur la génération de contenu. On voit que les outils d'IA générative, etc., permettent de créer rapidement des contenus pertinents pour tout un tas d'usages. Et un deuxième volet qui, lui, il est plus en phase de préparation, je dirais, c'est tout ce qui va permettre aux équipes marketing de mieux travailler ensemble, de fluidifier tout un tas d'interactions. Et ça suppose, aujourd'hui, on est en train de préparer le socle technique pour cela. Ça veut dire qu'on donnera accès à ces équipes marketing, aux métiers, à des outils qui permettent de définir, designer des process d'échange, d'interaction entre elles pour concevoir les nouvelles offres. Et ça suppose qu'il y a un socle bien adapté, qui sécurise aussi les échanges. Dès qu'on donne la main aux métiers, aux équipes marketing par exemple, pour créer des agents, ça suppose qu'il y a une forme de gouvernance aussi pour sécuriser, encadrer quels agents, quelles données sont données en accès à quelles personnes. Donc on prépare ce terrain-là pour aller vers ces usages de l'IA agentique dans les équipes marketing. Très clair. Alexandra, Lucas, est-ce que vous voulez peut-être nous donner votre vision, vous, de l'état de ces sujets dans vos organisations? Oui, complètement. Je pense que nous, là, chez Coty, donc du coup, cette partie transformation et l'adoption de l'AI et de la GenAI, elle est venue beaucoup initialement par les équipes data. Ça a été initialement pris comme un sujet plus data et IT. Mais ce qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est qu'on a mis en place un comité transverse donc qui va au-delà des équipes digitales pour mettre en place une roadmap beaucoup plus générale. Donc on avait bien commencé certains projets, dont celui dont on a parlé, ou des projets MMM aussi en avant dans les fonctions marketing. Mais là, l'enjeu qu'on a, c'est de s'assurer que on met en place des use cases qui soient transverses, d'où ce comité transverse qui va de la supply jusqu'aux équipes marketing et aux équipes finance, pour s'assurer que ça s'inscrive en fait dans l'ensemble des process business en fait. Donc du coup c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui. Et nous de notre côté, c'est des enjeux. Il y a énormément d'enjeux. De façon, on voit que les équipes marketing doivent travailler avec beaucoup plus d'équipes internes que ce qu'elles faisaient à l'époque. Donc nous, on voit une transformation et un rapprochement de beaucoup d'équipes. On parlait tout à l'heure de la finance chez nous, de la data, du marketing. Je pense que l'IA, ça va être transversal et il va falloir qu'on ait des stratégies donc, et des approches transversales, ce qui n'est pas toujours évident dans un grand groupe, puisqu'on a souvent, chacun est un peu motivé par ses propres intérêts et ses propres objectifs. Nous, on le ressent. Cette transversalité, et quand on parle de Gen AI aussi, je pense que, mais ça c'est plus une vision dont on aura peut-être le temps de parler un peu plus tard, mais entraîner, je pense qu'on l'a tous ici, entraîner son propre agent à faire ce qu'on veut, c'est un métier, et en fait quelque part demain on sera peut-être tous un peu manager de quelqu'un, et donc je pense que ça va être donc déjà être manager, et en plus comprendre que on devra convaincre l'utilisateur, mais par l'agent, pas donc que lui manage lui-même. Donc on va devoir apprendre à parler à parler un langage financier, à parler algorithmique, pour être sûr d'être le plus vu possible et répondre à des besoins qu'on n'a pas forcément identifiés aujourd'hui. Donc je pense que c'est un peu toute cette stratégie-là, Alors, on va devoir être pluriel et on va devoir s'entourer, même à travers les agents IA, de compétences plurielles qu'on n'a pas forcément aujourd'hui. Et en tout cas, on est très attentifs à ça, nous, chez Accor.
Très clair. Et peut-être sur ces sujets de transformation, un vrai sujet, c'est la mesure de la valeur. Enfin, nous, on le perçoit aussi sur le terrain. On est effectivement très challengé sur effectivement comment on mesure les gains de cette transformation. Donc, on a parlé notamment du generative AI et du fait qu'aujourd'hui, la création de valeur est assez diffuse, parce que c'est plus effectivement une création de valeur à l'échelle individuelle. Avec l'agentique, on rentre dans une ère effectivement où les gains seront plus facilement mesurables. Peut-être vous, du coup, quel est votre retour sur cette mesure de la valeur? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez, sur ces sujets de Generative AI, est-ce que vous avez effectivement mis en place des frameworks qui vous permettent effectivement de quantifier cette valeur-là? Et peut-être on peut commencer par le point de vue effectivement de Google. François, est-ce que vous percevez des gains quantifiables dans les directions marketing autour de ces sujets-là? Tout à fait, sur plein de dimensions. Premièrement, sur la performance, on voit une amélioration notable du ROAS dans des délais beaucoup plus courts pour créer des actifs marketing. Et puis finalement, sur les coûts, puisque les coûts sont complètement abaissés du fait de la technologie. Donc on mesure vraiment cette performance sur ces dimensions-là. Ouais. Très clair. Peut-être côté Coty, Bouygues, Accor, est-ce que vous percevez déjà des gains de manière quanti? Oui, alors nous, on en parlait tout à l'heure. Nous, c'est simplement sur l'incrémentalité, sur combien ça coûte et sur le retour sur investissement qu'on a. Donc, on voit des gains très clairs et on voit déjà des changements sur la manière avec laquelle on alloue des budgets après quelques mois de test. Donc ça, c'est évident. Mais je pense qu'il y a des choses plus sous-jacentes sur de l'opérationnel aussi. Moi, j'ai dans mes équipes des équipes data aussi. Et donc, je vois sur tout ce qui est historisation, justement, des travaux qu'ils peuvent faire. C'est un gain extraordinaire, puisqu'avant, ils pouvaient prendre 1 semaine ou 2 semaines juste pour historiser et documenter un peu ce qu'ils étaient en train de faire. Aujourd'hui, avec le bon agent à côté, le bon prompt et la bonne standardisation, c'est quelque chose qui est fait en un rien de temps. Donc, je pense que, je vous laisserai peut-être répondre après. Je trouve que la question, elle est très diverse. Je pense qu'on peut avoir des gains un peu partout. Et l'idée, c'est plus de se dire qu'est-ce qu'on est capable de faire avec le temps imparti. Ça va être plutôt des gains, même en termes de livrables et de durée de livrables, qui ne sont pas encore palpables, mais qui vont arriver très très vite et qui arrivent très très vite. Moi, je pense que je vais faire écho parce qu'il y a vraiment toute la partie ROI aussi. Donc, du coup, avec des use cases de MMM, on arrive à mesurer aujourd'hui assez facilement l'optimisation qu'on met en place sur les plans et les allocations médias. Après, il y a une partie aussi qui est assez intéressante sur la mesure de la valeur, qui est liée au fait que grâce à certains des use cases, c'est cette notion de scale qu'on avait beaucoup plus de mal à mettre en place avant et qui maintenant nous permet de tester beaucoup plus rapidement et de fail s'il faut, mais de pouvoir rebondir rapidement en perdant beaucoup moins de temps. Donc ça, c'est un point qui est assez intéressant dans ces use cases aujourd'hui, c'est qu'on gagne beaucoup de temps et c'est effectivement une mesure importante aussi pour les équipes. Donc d'un point de vue ROI et aussi d'un point de vue temps, c'est les deux mesures importantes chez nous. Très clair, merci. Merci beaucoup. Et dans le cadre de cette table ronde, il y a 2 cas d'usage ou 2 familles de cas d'usage qu'on souhaite creuser. Donc on a discuté avec Bouygues du sujet des agents. Nous, ce qu'on voit, c'est beaucoup d'agents effectivement de productivité pour améliorer effectivement la qualité de travail des collaborateurs, enfin vraiment les outils au quotidien. Le sujet des agents en front client est encore un sujet effectivement qui est, on va dire, un peu plus discuté dans les organisations, de se dire je passe le pas effectivement de mettre une IA générative en facing client. Ça pose effectivement des sujets sur effectivement la maîtrise effectivement des risques, des potentielles hallucinations, etc. Donc on voit que les discussions sont assez vives sur le sujet. Peut-être François, côté Bouygues, est-ce que tu peux nous faire part un petit peu des discussions que vous avez pu avoir effectivement en amont du lancement de votre agent? Quels ont été un petit peu les débats dans votre organisation et qu'est-ce qui vous a du coup poussé à prendre cette décision sur le fait effectivement de mettre en production un agent en facing client? Oui, il y a deux sujets de discussion auxquels on était confrontés. Il y a un sujet sur, d'une part, la qualité, la fiabilité de réponses, de comportement de ces agents avec tous ces sujets d'hallucination. Et ça, les réponses qu'on a apportées, c'est le test concret avec les solutions de Google. C'est l'utilisation aussi massive, je l'évoquais tout à l'heure, d'API pour accéder à de la donnée de qualité. Et dans les instructions, dans le comportement de ces agents, les directives étaient de faire appel uniquement aux données et aux informations qui sont issues de ces API et uniquement celles-là.
Donc voilà, on a réussi à cantonner le débat et les problématiques sur la fiabilité et la qualité. Le deuxième enjeu qu'on a eu, c'est celui de la scalabilité. Et c'est encore des discussions qu'on a en cours. Aujourd'hui, on a un premier assistant de vente qui touche un premier périmètre d'assistance, mais on sait que si on veut aller plus loin, pour couvrir tout le scope de l'assistance, on a besoin de développer d'autres agents. Voilà. Et on rentre dans les approches d'orchestration d'agents. Et là, le terrain de jeu, il est assez frais encore. Donc, il y a des solutions qui arrivent sur le marché, agent to agent et autres. Là. Voilà, on s'inscrit sur ces solutions-là qui arrivent. Mais on a des plans de marche pour démultiplier les agents, les faire collaborer entre eux pour étendre le scope, pour que la scalabilité ne soit pas un problème. Très clair. J'aime bien l'idée de terrain de jeu parce qu'on voit beaucoup d'acteurs se développer maintenant sur les services et les relations clients qui justement se saisissent de l'opportunité technologique pour offrir de nouveaux usages. Donc on voit des startups qui adressent ces sujets-là. On a des startups comme Snapcall qui vous permettent de comprendre quel est le problème en multimodal. Donc vous filmez votre objet et il a une sorte de service client embedded qui répond à votre question. C'est des usages qui sont complètement nouveaux. Et donc, le terrain de jeu est intéressant parce qu'effectivement, il y a plein de nouveaux joueurs qui se positionnent pour répondre à des frictions qui, jusqu'à maintenant, n'étaient pas forcément bien adressées par un service client. Et merci François. Et du coup, côté Accor, vous, quel est peut-être votre positionnement sur ce sujet des agents? Est-ce que vous en avez déjà déployé effectivement sur vos assets digitaux? Nous, on en parle beaucoup. On est très curieux. On a envie de tout faire un peu sur de l'IA. Après, il faut prioriser. Je pense que sur la partie agent, déjà, ce qui est intéressant, c'est peut-être pas forcément de le regarder directement comme une solution pour notre client, mais c'est comme une puissance de data qu'on peut obtenir derrière. Donc, comprendre les usages qui sont faits quand on en propose un à nos utilisateurs. Parce que si on considère en fait le monde du digital aujourd'hui comme on posait une question sur le search, on avait une intuition en cliquant sur un lien à l'intérieur que c'était notre solution. On avait une conviction grâce au site de ce qu'allait se passer, on concluait grâce à un achat. Si demain on fait confiance à 100% à son moteur agent, enfin à son LLM, toute la première partie avant la conclusion, elle n'est plus chez nous, elle n'est plus sur notre site, elle sera hébergée directement par les LLM. Et donc ça veut dire qu'on devra comprendre déjà ce qui fait que quelqu'un est convaincu. Donc je pense que déjà rien que pour ça devient intéressant parce que ça peut être une mine d'or pour nous pour collecter la donnée, pour essayer de comprendre comment les gens l'utilisent et ce qui les convainc. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas trop de débat. Avancer sur ce genre de choses, on y pense. On est déjà, nous, en fait, si vous voulez, dans la question de est-ce qu'on doit aller là-dessus? Est-ce qu'on doit résoudre certains challenges de notre site qui étaient déjà là avant que l'IA arrive? Ou est-ce qu'on doit se projeter directement sur une solution globale? Donc c'est plutôt là-dedans que ça s'insère. Mais en tout cas, sur l'intérêt d'y aller, on n'est pas contre du tout. On voit beaucoup d'intérêt à le faire. Et d'ailleurs, pour rebondir effectivement sur ce que tu dis, on entend plus en plus parler de Search LLM et de l'optimisation effectivement du search sur ces moteurs-là qu'on appelle GEO, donc Generative Engine Optimization. Donc voilà, peut-être une réaction sur ce sujet-là. Et on évoquait en introduction que c'était aussi une opportunité un peu historique pour les marques de rétablir un lien direct avec les consommateurs. On a bien ce conscience que les échanges sont encore très préliminaires. On est plutôt à l'état de réflexion aujourd'hui. Mais voilà, est-ce que ça fait partie, en tout cas, des discussions que vous pouvez avoir au quotidien au sein de vos organisations? Oui, nous on en parle beaucoup. On est en contact avec tous les plus gros acteurs et de manière régulière. En fait, nous on considère, on a l'expérience aussi peut-être des plateformes de comparaison qui sont venues dans l'hôtellerie un peu changer la donne. On n'allait plus sur des sites, mais on allait comparer. Et on en connaît plein, on en connaît tous plein. Mais donc on sert un petit peu de tout ça avec ce changement-là, parce que nous on s'est rendu compte que très vite ça pouvait devenir des alliés aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une grande partie de notre revenu qui est générée sur ces plateformes. Et donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas forcément des concurrents. Pour nous c'est plus une source de revenus. Et donc l'idée en fait de considérer demain ces search LLM comme justement des sources de revenus, donc d'apprendre à les dompter parce que de toute façon ils sont là, ils seront là demain. Donc nous on se positionne plutôt dans une logique de se dire il faut qu'on les comprenne le plus vite possible et qu'on adapte notre organisation et notre réponse dans un monde où ça devient crucial de le faire, plutôt que de se poser la question en extérieur sur est-ce que vraiment c'est intéressant ou pas d'y aller. Donc c'est vraiment, on a un peu le prolongement de tout ça, sachant que on peut avoir des débats. Moi, je pense que si demain on est fidélisé, on connaît une marque, et on aura encore plein de gens qui viendront sur notre site. Par contre, je pense qu'avant d'être totalement fidélisé, on fera énormément confiance à nos propres outils boostés à l'IA pour savoir où aller. Et donc, nous, on aura besoin de leur parler de la meilleure des manières qui soit pour pouvoir fidéliser notre clientèle complètement.
le Search LLM, Alexandra, est-ce que Oui, ça... On en parle aussi beaucoup en interne parce que du coup, comme je vous le montrais aussi un petit peu avant, la share of search, ça fait partie d'un de nos KPI, un de nos KPI clés. Initialement, on regarde la share of search en utilisant les résultats, nécessairement Google, Amazon, TikTok et autres. Et donc la partie LLM est venue comme un nouveau canal supplémentaire en fait. Quand on voit la façon dont les consommateurs beauté cherchent de l'information sur leur prochaine routine ou sur les meilleurs produits à utiliser, nécessairement maintenant les LLM font partie du quotidien aussi en fait. Donc du coup nous on l'appréhende d'un point de vue consommateur pour nécessairement l'intégrer sur mieux comprendre la place que ça prend dans le parcours client en fait, beauté. Et Bouygues Telecom, on s'y intéresse effectivement fortement aussi. On est en contact avec les acteurs majeurs, que ce soit Perplexity, OpenAI, Google, bien comprendre ce qu'il faut, effectivement le comportement de ces LLM, ce qu'il faut faire pour être bien référencé. Et on n'en est qu'au début parce qu'on a toutes les approches de shopping, les concurrents de Google Shopping qui arrivent sur ces moteurs. C'est vraiment le début de la transformation et de la recherche de produits. Donc on s'y prépare, même si c'est encore très, très mouvement comme environnement. Très clair, c'est intéressant en tout cas de voir que c'est un sujet qui est discuté assez massivement aujourd'hui dans vos organisations. Et du coup, pour mettre tout ça en œuvre, ces différents agents IA, ces use case générative AI, etc., on en parle à chaque fois, mais ça reste toujours le sujet un peu structurant, l'épine un peu dans le pied. C'est le sujet des enablers, c'est le sujet de comment effectivement on s'outille, quelles sont les plateformes, les outils qu'il faut mettre en œuvre, quels sont les prérequis, on va dire, de la transformation, donc d'un point de vue technologique, humain, mais aussi data. Peut-être du coup, François, si tu peux nous donner un petit peu le point de vue de Google sur justement quels sont les prérequis en termes d'enablers au déploiement à l'échelle de ces cas d'usage d'IA et de Generative AI. Le prérequis, c'est d'abord l'accès à la donnée. Et là, je vais un peu prêcher pour ma crèmerie, puisque chez Google, je pense qu'on a plus de 7 applications qui sont utilisées par plus de 2 milliards de personnes. Donc cet accès à la donnée, il est réel chez nous. Et puis après, c'est les sujets de distribution. C'est de savoir comment est-ce qu'on peut, alors via le Search LLM, mais il y a d'autres façons d'utiliser les LLM auprès d'une audience spécifique. Comment est-ce qu'on arrive à avoir les bons modèles avec la bonne donnée via les bons canaux de distribution. C'est ça un peu les 3 leviers qu'on utilise, avec l'enjeu que tous les acteurs de la tech partagent, c'est l'accès à l'infra et aux puces, d'où la valeur d'NVIDIA aujourd'hui. Voilà, c'est un peu ces 4 dimensions qu'on regarde, distribution, modèle et infra. Voilà. Il y a le volet technique que tu cites, François, mais il y a aussi le volet organisationnel, parce qu'effectivement, quand on parle de data, il y a un vrai enjeu à ce que déjà la data soit facile à accéder, qu'on ait des API pour ça. Et le retour d'expérience qu'on a eu, nous, c'est qu'il y a un gros travail par les équipes IT à faire des API plutôt en anglais, parce que tous ces LLM aujourd'hui, ils ont été entraînés en anglais surtout, pour accéder à la donnée. Et le volet organisationnel, c'est important d'avoir dans l'entreprise effectivement le pendant avec les product owners, etc., sur la partie data pour faire vivre, faire évoluer et donner accès à ces données. Mais l'organisation est aussi importante que la technique. Et justement, si je me permets d'insister sur ce volet plus organisationnel, donc transformation humaine, peut-être, du coup, est-ce que vous avez des exemples intéressants à partager sur comment justement vos organisations sont saisies de ces sujets de transformation humaine, sur le volet notamment formation, accompagnement, upskilling, comment vous percevez effectivement l'évolution des métiers et comment vous êtes accompagné, en tout cas, parce qu'effectivement, c'est quand même un prérequis très important effectivement de la transformation sur ce chapitre plus enabler. En fait, je pense que nous, dans nos équipes, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donc un programme d'upskilling qui existe déjà. Et un des points qu'on met beaucoup en avant, c'est la partie gouvernance de la donnée et la qualité de la donnée.
Parce qu'au final, aucun des use cases ne peut fonctionner si on a de la mauvaise qualité de données. Donc ça a été vraiment un des points les plus importants pour commencer. C'est on met en place cet upskilling pour toutes nos équipes en leur expliquant que tout part du fait que la donnée doit être de qualité pour pouvoir commencer. Et ensuite, on continue le chemin avec des upskilling sur les différents outils qu'on met en place à destination des différentes équipes marketing et autres. Très clair. Et peut-être une petite question un peu prospective pour la fin de cette table ronde et pour clôturer l'événement. On a beaucoup parlé d'agents, notamment en introduction, des agents qui viendraient demain un peu transformer le poste de travail. Comment vous percevez dans quelques années? Voilà, est-ce que vous imaginez avec une armée d'agents autour de vous, ou est-ce que voilà, à l'inverse, vous dites que voilà, en tout cas ça ne sera pas vraiment le cas? Comment vous anticipez cette transformation à votre niveau, à vous, sur votre environnement de travail et sur vos missions? Alors là, elle est pas facile, celle-ci. Elle est pour tout le monde. Elle est pour tout le monde. Non, moi je dirais, c'est marrant parce que si on regarde, c'est difficile d'avoir une réponse. Moi, mon intuition perso, je vous la donne avant et après je réfléchis à haute voix, mais je pense qu'on aura plutôt une armée d'agents spécialisés. Mais après, qu'est-ce qu'on entend par armée? Ça, c'est un peu la question. Si on regarde aujourd'hui les applications dans nos téléphones, on en avait tous 50 et maintenant on en utilise 4 chacun parce qu'en fait, au bout d'un moment, on les utilise plus. Si on regarde, je sais, François, ça t'est cher, mais le monde des startups aussi, on en a souvent 5, 10 sur la même verticale et puis au final, ça se consolide et il n'y en a plus qu'une qui remporte le lot. Donc j'imagine qu'on aura plusieurs agents spécialisés. Je ne vois pas en utiliser quand même une cinquantaine. Je pense qu'on aime déjà avoir de la diversité, on aime avoir quelque chose que le voisin n'a pas. Donc je pense qu'on n'ira jamais sur quelque chose de consolidé parce qu'on voudra toujours expliquer qu'on a quelque chose de mieux ou de différent. Ça participe à la discussion et on n'aime pas trop la standardisation. Mais après, je ne pense pas non plus qu'on aille sur quelque chose de trop... là, c'est une vision beaucoup plus long terme. Je pense qu'on ira peut-être sur quelque chose de 2 ou 3 par problématique et on choisira à chaque fois en fonction d'une organisation ou peut-être d'une performance spécifique ou de problématiques spécifiques, l'une ou l'autre des solutions. Mais ça, c'est mon point de vue, bien entendu. François? Je peux peut-être rebondir parce que je ne suis pas complètement d'accord avec toi, Lucas. Je pense qu'il y aura effectivement des agents qui viendront résoudre des petits problèmes personnels. Donc chacun aura ses petits problèmes qui seront résolus par des agents. Mais qu'à terme, avec une dynamique de marché, en fait, on aura des super agents qui viendront connecter ces différents agents et qui seront un point d'entrée unique et qui permettront justement de faciliter finalement notre quotidien et qu'on devienne augmenté, puisque c'était la question. Donc plutôt vers au final une sorte de super agent qui vient orchestrer différents agents qui répondront à nos problématiques du quotidien. Ouais, donc tu dis la même chose, mais tu rajoutes un super agent par-dessus. Parce que c'était la question, c'était est-ce qu'il y aura une armée d'agents ou un super agent? Je pense que et l'exemple des plateformes en Asie, notamment les plateformes chinoises qui aujourd'hui mutualisent différentes apps, sont un exemple aussi intéressant à comprendre. Ouais, c'est difficile. Bon, j'imagine aussi quelque chose d'un peu consolidé en fait dans le futur quand on voit l'évolution technologique, quelles que soient les nouvelles technologies. On a vu en général, ça commence toujours avec beaucoup d'effervescence et beaucoup de différents agents. Et ensuite, on va naturellement vers la consolidation. Aussi parce que je pense que c'est un outil parmi d'autres pour nos marketeurs ou en tant que personne aussi. Et qu'on a déjà beaucoup d'outils. Donc, on aura une tendance à vouloir simplifier plus que démultiplier les outils. Après, il est tout à fait possible que derrière un agent consolidé, il y ait multitudes d'agents qu'on ne voit pas, en fait, du coup. François, un mot de la fin? Oui, moi je ne ferai pas de pari sur ce que sera en 3 ou 4 ans l'usage de ces agents, parce que ça a été une telle révolution il y a 2 ans, et on voit que là, tous les mois, il y a des annonces, des produits, des formes d'utilisation de l'IA agentique qui évoluent. Donc c'est très difficile de se projeter. En tout cas, il faut à tout prix que les entreprises se lancent là-dedans, fassent l'éducation auprès de leurs collaborateurs et qu'on s'essaye, on regarde ce qui marche pas. Et dans 6 mois, 1 an, il y aura peut-être d'autres formes d'outils qui simplifieront peut-être l'usage de ces agents. Mais très, très dur de se projeter à horizon 3 ans sur comment les collaborateurs, les métiers vont être impactés. Ils le seront, c'est sûr, mais comment, c'est...
Si je peux me permettre pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que c'est pas parce qu'il y a peut-être un super agent consolidé qui va arriver qu'il faut l'attendre, justement. C'est ça le maître mot, c'est qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, vous ne perdrez pas votre temps à essayer ce qui existe et justement à faire des tests parce qu'il y a tellement de choses à apprendre et tellement de gains à avoir de toute façon à l'intérieur de ça que une fois que vous aurez injecté ça, enfin nous en tout cas c'est notre parti pris, une fois qu'on aura injecté ça dans notre entreprise et dans notre quotidien, ça sera de toute façon un gain pour demain, peu importe où va le marché. Oui, je te rejoins complètement. Ça aide à améliorer la qualité des connecteurs, de la donnée qu'on a. Ça améliore aussi les relations entre les métiers, entre les équipes, ce que tu évoquais tout à l'heure. Donc voilà, il faut se lancer, même si les outils, dans 3 ans, ils auront complètement une autre tête. Du coup, rendez-vous dans 3 ans pour relever un peu les compteurs sur ce sujet-là. Merci à tous. Merci beaucoup.